L'Association des Hommes Roux par Arthur Conan Doyle. L'année dernière, un jour d'automne, j'entrai chez mon ami Sherlock Holmes. Je le trouvais en conférence avec un gros clergyman, d'âge moyen, et dont la face rubiconde et les cheveux roux ardents me frappèrent singulièrement. J'étais sur le point de me retirer en balbutiant une excuse, lorsque Sherlock Holmes m'attira brusquement dans le salon et fermant la porte derrière moi. « Vous ne pouviez arriver plus à point, cher docteur, » me dit-il d'un ton cordial. « Vraiment, je vous croyais pourtant très occupé. Je le suis, en effet. Alors permettez-moi de vous attendre dans la pièce voisine. »« Pas du tout. Monsieur Wilson, » dit-il en s'adressant au gros clergyman, « le docteur ici présent a été mon associé et mon collaborateur dans plusieurs circonstances où j'ai pu éclaircir des affaires fort embrouillées. Il sera assurément un auxiliaire utile dans le cas que vous venez me soumettre. » Le personnage à qui s'adressait Holmes se souleva sur son siège en esquissant un salut, et son petit œil, dissimulé sous les plis de l'arcade sourcilière, lança un éclair. « Asseyez-vous sur le canapé, » dit Holmes, tandis que lui-même s'installait dans son fauteuil, en serrant les doigts nerveusement, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il s'agissait d'une cause importante. « Je sais, cher Watson, que vous partagez avec moi la passion du bizarre, que vous êtes attiré aussi par tout ce qui sort du convenu et du monotone train-train de chaque jour. Vous l'avez prouvé jusqu'à l'enthousiasme par la chronique, quelque peu embellie, ne vous en déplaise, que vous avez faite de mes petites aventures. Vous savez bien, cher ami, à quel point vos causes judiciaires m'ont intéressé, répondis-je. Vous rappelez-vous à ce propos la remarque que me suggéra l'autre jour le problème si simple exposé par Miss Mary Sutherland? J'émettais cette assertion que, dans la vie réelle, il y a de ces effets si singulièrement étranges, de ces circonstances si extraordinaires, qu'ils dépassent tout ce que l'imagination la plus fantastique et la plus audacieuse pourrait inventer. Oui, je me souviens de cette remarque, je me suis même permis de contredire. Parfaitement, docteur, ce qui n'empêche pas que vous allez être obligé de vous ranger à mon avis. Écrasé que sera votre raisonnement par les preuves les plus indiscutables. Voici M. Jabez Wilson, qui a eu la bonté de venir me voir ce matin pour me faire le récit le plus empoignant qu'il soit possible d'entendre. Ne vous ai-je pas souvent fait remarquer cette étrange anomalie qu'entre deux crimes, ce sera toujours le plus grave qui sera le plus simple, tandis que l'autre sera compliqué de circonstances si étranges, si invraisemblables même, qu'on en arrive à se demander si le crime a jamais existé. Jusqu'ici, et dans le cas présent, il m'est impossible d'exprimer une opinion quelconque, tant les faits qui se présentent à moi semblent extraordinaires. Seriez-vous assez bon, monsieur Wilson, pour recommencer votre récit? Vous rendrez service non seulement à mon ami le docteur Watson, qui n'est pas au courant de la situation, mais aussi à moi, en me permettant de recueillir encore de votre bouche, pour m'en pénétrer plus complètement, tous les détails de cette étrange aventure. Bien souvent, une notion sommaire des événements suffit à me guider, surtout en me remémorant toutes les causes célèbres que j'ai eu à étudier. Mais dans le cas présent, j'avoue que je me trouve en présence de circonstances absolument en dehors du convenu. Le gros client bomba sa large poitrine avec affectation et tira de la poche de sa redingote un vieux journal tout froissé. En le voyant ainsi, devant moi, penché en avant, il parcourait la colonne des annonces dans le journal qu'il avait étalé sur ses genoux. J'essayais d'employer les procédés d'analyse de mon camarade, de me faire une opinion sur cet individu d'après ses vêtements et d'après sa personne elle-même. Mon inspection n'aboutit à rien de saillant. Notre visiteur avait toute l'apparence du vulgaire commerçant anglais, obèse, pompeux et lent. Il portait un pantalon à carreaux gris et assez large, une redingote noire légèrement déboutonnée et un gilet gris. Une lourde chaîne Albert en cuivre et un morceau de métal en guise de breloque complétaient sa toilette. À côté de lui, sur une chaise, un chapeau de forme éraillé et un par-dessus d'un brun passé avec un col de velours tout froissé n'apportèrent aucune lueur à mon investigation. Je ne distinguai aucun signe caractéristique, si ce n'est ses cheveux d'un roux ardent et une expression d'extrême mécontentement et même de chagrin répandu sur ses traits. Sherlock Holmes, avec sa vivacité habituelle, saisit ma pensée et mon regard inquisiteur le fit même sourire. Il secoua la tête. « Il est bien évident, dit-il, qu'à une époque quelconque de sa vie, monsieur s'est livré à des travaux manuels.
Il prise, il est franc-maçon, il a été en Chine, et il a beaucoup écrit ces temps derniers. Je n'en sais pas plus long. M. Jabez Wilson bondit de sa chaise, son journal à la main, et fixant mon camarade d'un air effaré. « Comment, au nom du ciel, savez-vous cela, monsieur Holmes ?» s'écria-t-il. « Il vous a dit que j'avais travaillé de mes mains. C'est vrai, ma parole, j'étais charpentier dans la marine. Cela saute aux yeux, cher monsieur. La main droite est sensiblement plus grande que la gauche, preuve que les muscles en ont été développés par le travail. Mais encore, où voyez-vous que j'ai l'habitude de priser, que je suis franc-maçon? Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire comment je l'ai su, car en dépit de toutes les règles de votre association, vous emportez les insignes, le triangle et le compas, en épingle de cravate. Ah, c'est vrai, je n'y pensais pas. Et comment savez-vous que j'ai beaucoup écrit ces temps-ci? Que signifierait alors sur votre manche droite cette marque luisante longue de 5 pouces et sur la gauche une reprise si bien faite à l'endroit où votre coude reposait sur le pupitre? Et où prenez-vous que je suis allé en Chine? Il me semble que le poisson tatoué, juste au-dessus de votre poignet droit, n'a pu l'être que dans le céleste empire. J'ai fait sur le tatouage une étude spéciale que j'ai même publiée. Ce coloris rostant dans des écailles de poisson est tout à fait particulier à la Chine. Lorsqu'en plus, je vois un sou chinois suspendu, comme breloque à votre chaîne de montre, il me semble qu'il ne faut pas être sorcier pour avancer que vous êtes allé dans ce pays-là. M. Jabez Wilson rit d'un gros rire vulgaire. Ma parole, je vous croyais très habile avant de connaître votre procédé. Il est bien simple, après tout. Je commence à croire, Watson, repartit Holmes, que j'ai tort de donner des explications. Vous connaissez le proverbe « Omne ignotum pro magnifico » et ma pauvre réputation sombrera si je continue à être aussi franc. Ne pouvez-vous pas retrouver l'annonce dont vous me parliez, monsieur Wilson? La voici enfin, répondit-il, en montrant de son gros doigt la colonne du journal. La voici, et c'est le début de toute l'histoire. Lisez-la vous-même, monsieur. Je pris le journal de ses mains et lus ce qui suit. À l'Association des roues. En raison du legs de feu Ezekiah Hopkins de Lebanon, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, il se trouve y avoir dans la Ligue une nouvelle place vacante qui donne droit à un salaire de 4 livres par semaine pour des services purement nominaux. Tous les hommes roux, sains de corps et d'esprit, et ayant plus de 21 ans sont éligibles. S'adresser en personne, lundi à 11 h à Duncan Ross, au bureau de la Ligue, 7 Pope's Court, Fleet Street. « Que diable cela peut-il signifier » m'écriai-je après avoir lu 2 fois cette singulière annonce. Holmes esquissa un sourire et se trémoussa sur sa chaise. C'était chez lui un signe d'extrême contentement. « Cela sort de l'ordinaire, n'est-ce pas » dit-il. « Et maintenant, monsieur Wilson, tranchons dans le vif, et racontez-nous tout ce qui vous concerne, vous et les vôtres. Quelle a été l'influence de cette annonce sur votre sort? Veuillez, docteur, inscrire sur votre calepin le nom du journal et sa date. C'est le Morning Chronicle du 27 avril 1890, il y a 2 mois de cela. Parfaitement. Vous avez la parole, monsieur Wilson. Eh bien, je vous disais donc, monsieur Sherlock Holmes, reprit Jabez Wilson en fronçant le sourcil, que j'ai un petit bureau de prêt sur gage à Coburg Square, près de la Cité. Ce n'est pas un bureau important, et dans ces dernières années, j'ai eu bien de la peine à ajuster les 2 bouts. J'avais 2 employés. J'ai dû en supprimer un, et encore aurais-je été obligé de renoncer au second si ce brave garçon n'avait consenti, pour apprendre le métier, à entrer chez moi pour la moitié des gages ordinaires. « Quel est le nom de ce jeune homme obligeant » demanda Sherlock Holmes. « Il s'appelle Vincent Spaulding, et il n'est pas aussi jeune qu'on pourrait le croire à première vue. Je ne saurais cependant lui assigner un âge, mais par exemple c'est un employé de premier ordre, monsieur Holmes. Il pourrait facilement gagner le double de ce que je lui donne. Après tout, s'il est satisfait, ce n'est pas mon rôle de lui donner des idées d'ambition. En effet, vous devez vous estimer très heureux d'avoir un excellent employé à des conditions aussi modestes. C'est rare chez des employés de cet âge, et je me demande ce qu'il faut le plus admirer de votre annonce ou de votre employé. Mon Dieu, il a ses défauts aussi, dit M. Wilson. Je n'ai jamais vu la passion de la photographie pousser plus loin que chez lui. S'esquivant avec un appareil aux heures où il devrait travailler, il descend au fond de la cave comme un lapin qui se terre pour développer ses plaques. Voilà son principal défaut. En dehors de cela, c'est un bon travailleur,
et il n'a pas la moindre malice. Je pense qu'il est encore chez vous? Oui, monsieur. Je n'ai que lui et une gamine de 14 ans qui fait un peu de cuisine et balaye la maison, car je suis veuf et je n'ai plus de parents. Nous vivons très tranquillement, monsieur, tous les trois, gagnant juste de quoi nous abriter sous un toit et payer nos dettes, rien de plus. La première chose qui vint rompre la monotonie de notre existence fut cette annonce. Spaulding arriva au bureau. Je me rappelle que ce fut précisément il y a aujourd'hui 8 jours, avec ce même journal à la main, et s'écria « Quel malheur, monsieur Wilson, que je ne sois pas roux !»« Et pourquoi cela ?» demandai-je. « Pourquoi ? Voici une place à prendre dans l'association des hommes roux. Cela équivaut à de bonnes rentes pour celui qui est admis. Je crois savoir qu'il y a plus de places que d'associés, de sorte que les administrateurs ne savent que faire du capital. Si seulement mes cheveux pouvaient changer de couleur, voilà un bon petit fromage dans lequel je pourrais me loger. »« Mais que signifie cette histoire ?» m'écriai-je. « Remarquez bien, monsieur Holmes, que je suis un homme très casanier. Les affaires viennent à moi, je n'ai donc pas à me déranger, et je passe souvent des semaines entières sans franchir le seuil de ma porte. De cette façon, j'ignore tout ce qui se passe au dehors, et la moindre nouvelle a de l'intérêt pour moi. »« N'avez-vous jamais entendu parler de l'association des hommes roux ?» demanda mon employé en écarquillant les yeux. « Jamais. C'est fort étonnant, car vous êtes apte vous-même à en faire partie. Combien paye-t-on les associés ? Oh, environ 8 000 francs par an. Le travail est peu considérable du reste, et cela ne nuit pas beaucoup aux autres occupations qu'on peut avoir. » Vous pensez bien qu'à cette réponse je dressai l'oreille, car les affaires n'ont pas été très brillantes dans ces dernières années, et une somme de 8 000 francs n'est pas à dédaigner. « Racontez-moi donc tout cela par le menu, dis-je à Spaulding. »« Eh bien, me dit-il, en me montrant l'annonce, vous voyez vous-même que l'association est en quête d'un membre et voici l'adresse du bureau auquel vous devez vous présenter pour avoir de plus amples renseignements. Ce que je puis vous dire, c'est que l'association a été fondée par un millionnaire américain très original, Ezekiel Hopkins. Il était roux lui-même et avait beaucoup de sympathie pour les gens qui avaient aussi cette couleur de cheveux, de sorte qu'à sa mort, on découvrit qu'il avait laissé son immense fortune à 5 fidéicommissaires, à charge d'en servir les intérêts aux hommes roux besogneux. D'après ce que j'entends dire, c'est une situation bien payée et le travail est peu considérable. Mais cette place doit être briguée par des millions de roux. Il n'y en a pas autant que vous croyez, car on admet que les habitants de Londres aient des hommes faits. Cet Américain avait quitté Londres tout jeune et n'avait pas voulu être ingrat envers la vieille cité. J'ajouterai que les hommes à cheveux roux clairs ou roux foncés sont exclus. Une seule nuance était admise, le roux au reflet ardent. Si maintenant vous désirez vous présenter, monsieur Wilson, vous le pouvez. Mais après tout, pour 8 000 francs, ce n'est peut-être guère la peine de se déranger. Vous le voyez, messieurs, mes cheveux sont d'une teinte très accentuée. Il me semblait donc que je dusse avoir dans un concours plus de chance qu'un autre. Vincent Spaulding me semblait si bien renseigné que je n'hésitais pas à me l'adjoindre, après lui avoir fait fermer le bureau pour la journée. Lui, ravi du congé que je lui proposais, partit avec moi, et nous dirigeâmes nos pas vers l'adresse indiquée par le journal. Je ne reverrai jamais pareil spectacle, monsieur Holmes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout individu ayant les cheveux d'une teinte rougeâtre quelconque s'était dirigé vers la cité pour répondre à l'annonce. Fleet Street était encombrée de gens aux cheveux roux, et Pope's Court ressemblait à une voiture à bras remplie d'oranges. Je n'aurais jamais cru qu'il y eût un aussi grand nombre d'hommes roux. Toutes les nuances étaient représentées, le paille, le citron, l'orange, le brick, la couleur chien d'arrêt irlandais, le jaune foie, le jaune argile, mais comme me l'avait dit Spaulding, il y en avait peu de cette nuance roux ardent qui est la mienne. Livré à moi-même et en voyant le nombre de concurrents, j'aurais volontiers renoncé à entrer en compétition. Mais Spaulding ne voulut pas me permettre de me retirer. Je ne sais comment il s'y prit. Il poussa, coudoya, bouscula, jusqu'à ce qu'il m'eût fait traverser la foule et m'eût amené au haut de l'escalier qui conduisait au bureau et sur les marches duquel se heurtaient le flot montant plein d'espoir et le flot descendant triste et désappointé. Enfin, nous forçâmes le passage et nous entrâmes. « Ce début est fort intéressant, » interrompit Holmes, pendant que son client s'arrêtait et rassemblait ses souvenirs au moyen d'une bonne prise. « Je vous en prie, continuez votre récit. »
Il n'y avait dans le bureau que quelques chaises en bois et un comptoir, derrière lequel se tenait un petit homme encore plus roux que moi. Il disait un mot à chaque candidat, au moment où ce dernier s'approchait, et lui trouvait toujours quelque défaut qui le disqualifia. L'admission ne me semblait pas une tâche aussi facile que je me l'étais laissé persuader tout d'abord. Enfin, lorsque vint mon tour, le petit homme roux sembla m'être plus favorable qu'aux autres. Il ferma même la porte afin de causer seul avec nous. « Je vous amène, monsieur Jabez Wilson, » dit mon employé. « Il est prêt à entrer dans l'association. »« Et il a certainement toutes les qualités requises pour cela, » répondit l'autre. « Je ne me rappelle pas avoir vu une nuance de cheveux aussi parfaite. » Il recula d'un pas comme pour mieux chercher le jour, regarda à droite, à gauche, et fixa mes cheveux jusqu'à m'intimider. Puis, tout à coup, s'avançant vers moi, il me serra la main et me félicita chaudement de mon succès. « Il serait injuste d'hésiter un instant à vous faire entrer dans l'association. Permettez-moi cependant une précaution qui ne saurait vous blesser, j'espère. » Et ce disant, il saisit des deux mains une poignée de mes cheveux et tira dessus avec une telle violence qu'il m'arracha un cri de douleur involontaire. « Vous avez les yeux pleins de larmes, » me dit-il, en me lâchant fin. « Je vois qu'il n'y a aucune supercherie. Mais vous comprenez bien que nous sommes tenus aux plus grandes précautions, ayant déjà été mis dedans 2 fois par des perruques et 1 fois par de la teinture. Je pourrais vous faire des récits qui vous montreraient notre pauvre humanité sous un jour fâcheux. » À ce moment, mon interlocuteur s'approcha de la fenêtre et cria de toutes ses forces à la foule que la place était prise. Un murmure de désappointement s'ensuivit, et chacun rentra chez soi plus ou moins penaud. Je restai en tête à tête avec l'étrange personnage à la chevelure non moins rousse que la mienne. « Je m'appelle Duncan-Ross, me dit-il, et je suis l'un des membres bénéficiaires de l'association fondée par notre noble bienfaiteur. Êtes-vous marié, monsieur Wilson? Avez-vous une famille ?» Et sur ma réponse négative, la mine de M. Duncan-Ross s'allongea prodigieusement. « Mon Dieu, » dit-il d'un air grave, « c'est très fâcheux, et je le regrette pour vous, la dotation ayant pour but de perpétuer les têtes rousses et d'en augmenter le nombre. Il est vraiment déplorable que vous soyez célibataire. » Ce fut à mon tour, M. Holmes, de prendre une expression navrée en voyant cette situation m'échapper. Mais après un instant de réflexion, le gérant m'assura que je serais admis quand même. Pour un autre, nous n'aurions peut-être pas consenti à cette faveur, mais vos cheveux sont d'un roux si admirable et si rare que nous ferons pour vous une exception. Pouvez-vous entrer rapidement en fonction? Voilà ce qui m'embarrasse, mon métier me laissant un peu de loisir. « Oh, ne vous inquiétez pas de cela, monsieur Wilson, » s'écria Vincent Spaulding. « Je me charge de vous seconder et de vous remplacer au besoin. » Quelles seraient les heures qui vous conviendraient? J'aurai besoin de vous de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Il faut que vous sachiez, monsieur Holmes, qu'un prêteur sur gage est surtout occupé à la fin de la journée, et en particulier le jeudi et le vendredi qui précèdent les jours de paye. J'étais donc ravi de trouver pour la matinée une occupation lucrative, et je savais que mon brave employé me suppléerait auprès de mes clients. Je répondis que c'était chose entendue, et je m'informais des appointements. 100 francs par semaine, me fut-il répondu. Et qu'y a-t-il à faire? Ceci est purement accessoire. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, ce qui est exigé avant tout est que vous ne bougiez pas du bureau, ou tout au moins de la maison, pendant le temps convenu. Une seule infraction à cette règle vous ferait immanquablement perdre votre situation. Le testament insiste sur cette condition que tout associé doit s'engager à remplir. 4 heures sont bien vite passées, comptez sur moi. Rappelez-vous bien que nous n'admettrons aucune excuse, dit M. Duncan-Ross, fût-ce maladie, affaires, etc. Il faut rester là sous peine de perdre la place. Quel travail, me demanderez-vous? La copie de l'encyclopédie britannique. Voici le premier volume sous cette presse. Vous aurez à fournir l'encre, les plumes et le papier buvard. De notre côté, nous vous fournissons cette table et cette chaise. Serez-vous prêt à venir demain? Certainement, répondis-je. Alors, au revoir, monsieur Jabez Wilson, et permettez-moi de vous féliciter encore de la position importante que vous avez eu le bonheur d'obtenir. Il me donna congé, et je rentrai avec mon employé, la tête absolument perdue par cette bonne aubaine. J'y réfléchis tout le long du jour, et le soir venu, je n'avais déjà plus l'enthousiasme du matin.
obsédé que j'étais par l'idée d'une mystification ou d'une fraude, mais dans quel but? Voilà ce qui me semblait incompréhensible. D'un autre côté, quoi de plus invraisemblable qu'un pareil testament, ou qu'il fût alloué une aussi forte somme pour un travail aussi simple que la copie de l'encyclopédie britannique. Donc, malgré ce que put faire Vincent Spaulding pour me remonter, j'étais bien décidé, en me couchant, à renoncer à cette situation. Toutefois, à mon réveil, je fus tenté d'aller voir de quoi il retournait, et après m'être muni d'un petit flacon d'encre, d'une plume et de 7 feuilles de papier peau, je me dirigeai vers Pope's Court. Là, à ma grande joie, rien ne me parut suspect. La table était bien en place et M. Duncan Ross m'attendait pour voir si je me mettrais sérieusement au travail. Il me fit commencer par la lettre A et me quitta, revenant de temps à autre s'assurer que tout marchait bien. À 2 heures, il me dit au revoir, me félicita sur la rapidité avec laquelle j'écrivais et ferma la porte derrière moi. Ceci, M. Holmes, se renouvela tous les jours pendant 1 semaine. Le samedi, le directeur entra et étala devant moi 100 francs pour le prix de mon travail. De même, les 2 semaines suivantes. Tous les matins, j'arrivais au bureau à 10 heures pour repartir à 2 heures. Peu à peu, M. Duncan Ross exerça sur moi une surveillance moins active. Il ne vient plus qu'une fois dans la matinée, puis plus du tout. Quant à moi, fidèle à ma consigne, je n'osais pas quitter le bureau, ne fût-ce qu'1 seconde, tant je craignais d'être pris en faute et de perdre ainsi une situation si largement rétribuée. 8 semaines s'étaient écoulées. J'avais traité successivement des abbés, de l'art, du tir à l'arc, des armures, de l'architecture, des attiques, bref, la plupart des mots commençant par un A avaient été copiés par moi. J'avais noirci une certaine quantité de papier, j'avais presque couvert une étagère de mes copies, et j'espérais, en me hâtant un peu, commencer la lettre B lorsque tout s'effondra subitement. Non, vraiment. Oui, monsieur. Pas plus tard que ce matin, je me suis rendu à 10 heures comme d'habitude à mon bureau. J'ai trouvé la porte close avec la petite annonce que voici clouée sur le panneau. Lisez plutôt vous-même. L'homme aux cheveux rouges nous exhiba un morceau de carton grand comme une feuille de papier à lettres et sur lequel étaient tracées les lignes suivantes. L'association des hommes roux est dissoute, 9 octobre 1890. L'annonce lue, nous portâmes instinctivement, Sherlock Holmes et moi, nos regards sur le visage déconfit de notre interlocuteur. Et le côté comique de l'affaire l'emportant sur toute autre considération, nous partîmes tous deux d'un bruyant éclat de rire. « Je ne vois rien de risible à cette histoire, » s'exclama notre visiteur en rougissant de colère. « Si vous n'avez que des sarcasmes à m'offrir, je vais ailleurs. »« Non, non !» s'écria Holmes, en le forçant à se rasseoir sur la chaise qu'il avait déjà quittée. « Vrai, cette affaire vaut pour moi son pesant d'or. C'est si neuf et si original. Mais vous conviendrez bien avec moi du côté drôlatique de l'aventure. Maintenant, soyons sérieux. Quelle démarche avez-vous faite lorsque vous avez trouvé cette carte sur la porte? Je suis resté cloué sur place, monsieur. Je ne savais que faire. J'entrai chez les voisins. Je questionnais à droite et à gauche. Personne ne put me donner le moindre renseignement. Enfin, j'allai chez le propriétaire de la maison qui est un caissier et qui demeure au rez-de-chaussée. Je lui demandai s'il savait ce qu'était devenue l'association des hommes roux. Il me dit n'avoir jamais entendu parler d'une association de ce genre. Alors je lui parlai de M. Duncan Ross. Ce nom lui était totalement inconnu. Mais enfin, lui dis-je, quel est le monsieur du numéro 4 ? Comment ? L'homme roux ? Oui. Oh, vous voulez dire William Morris, l'avoué. Il n'avait loué chez moi qu'en attendant que son nouveau local fût prêt. Il a déménagé hier. Où pourrais-je le trouver ? Voici son adresse, 17 King Edward Street, près Saint-Paul. J'y allais sur l'heure, M. Holmes, mais au lieu de M. Morris, je me trouvais en présence d'une fabrique de rotules artificielles, et personne ne connaissait ni M. William Morris, ni M. Duncan Ross. « Qu'avez-vous fait alors ?» demanda Holmes. Je suis rentré chez moi à Saxe-Coburg Square, et j'ai consulté mon employé qui n'a su que m'extorquer à la patience, en ajoutant que probablement je recevrais une lettre. Vous comprenez que ce n'était pas suffisant pour moi, M. Holmes. Je ne voulais pas perdre une situation semblable sans me démener. Et comme j'avais entendu dire que vous vouliez bien prêter votre concours aux pauvres malheureux qui se trouvent dans une situation difficile, je suis venu tout droit chez vous. « Et vous avez bien fait, » répondit Holmes. « Votre affaire est extrêmement intéressante. Je serais heureux de chercher à l'éclaircir. D'après votre récit, je me figure que tout cela est plus sérieux et plus grave qu'on ne le croirait à première vue. »« Sérieux, en effet, » murmura M. Jabez Wilson. « Pensez donc
perdre 4 livres par semaine. Pour votre part, remarqua Holmes, je ne vois pas que vous ayez à vous plaindre de cette extraordinaire association. Vous êtes au contraire de 30 livres plus riches, sans compter la science complète que vous avez pu acquérir sur les mots commençant par la lettre A. Vous n'avez donc rien perdu. Assurément, monsieur, mais je voudrais découvrir ce que sont ces gens et quel était leur but en me jouant cette farce, si farce il y a. En tout cas, cela leur a coûté 32 livres. Nous tâcherons de vous fixer là-dessus. Et d'abord, permettez-moi de vous faire 2 ou 3 questions, monsieur Wilson. C'est votre employé qui, le premier, a attiré votre attention sur l'annonce, n'est-ce pas? Depuis combien de temps était-il à votre service? Depuis environ 1 mois. Comment l'avez-vous trouvé? Il avait répondu à une annonce que j'avais insérée dans le journal. Est-il le seul qui soit venu se présenter? Non, j'en ai eu une douzaine. Pourquoi l'avez-vous choisi de préférence à un autre? Parce que je l'avais sous la main et qu'il avait des prétentions modestes. Il a en somme accepté la moitié des gages ordinaires. Oui. Voulez-vous me décrire ce Vincent Spaulding? Il est petit, fort, très vif dans ses mouvements, et n'a pas de barbe, quoiqu'il ait tout près de 30 ans. Il a sur le front une cicatrice provenant d'une brûlure faite avec un acide. Holmes, très agité, se redressa sur son siège. « C'est ce que je pensais, » dit-il. « Avez-vous jamais remarqué que ses oreilles fussent percées comme pour porter des boucles d'oreilles? »« Précisément, monsieur. Il m'a dit qu'une bohémienne les lui avait percées lorsqu'il était gamin. »« dit Holmes, en s'étalant de nouveau et en retombant dans ses réflexions. « Est-il encore chez vous? »« Oh, certainement, monsieur. Je viens de le quitter. »« S'est-il occupé de vos affaires en votre absence? »« Je n'ai rien à lui reprocher, monsieur. Il a du reste peu de clients dans la matinée. »« C'est bien, monsieur Wilson. Je serai heureux de vous donner mon impression sur tout cela dans 1 ou 2 jours. Nous sommes à samedi aujourd'hui. J'espère que vers lundi, nous aurons une solution. »« Eh bien, Watson, dit Holmes, lorsque notre visiteur nous eut quittés, qu'en pensez-vous? »« Je n'y comprends rien, répondis-je avec sincérité. C'est une affaire des plus mystérieuses. »« Souvenez-vous, dit Holmes, que règle générale, plus une chose est bizarre, moins elle est mystérieuse. Ce sont les crimes communs, sans traits distinctifs, qui sont vraiment énigmatiques. De même, un visage vulgaire est plus difficile à identifier qu'un autre. Mais il faut que je me hâte d'en finir avec cette affaire. « Quel est votre plan ?» demandai-je. « De fumer, d'abord, » répondit-il. « Il me faut bien 3 pipes pour résoudre ce problème, et je vous demande de ne pas me parler pendant 50 minutes. » Sur ce, Holmes se pelotonna sur sa chaise, en remontant ses genoux étiques jusqu'à son nez d'aigle, et demeura ainsi longtemps, les yeux fermés, sa pipe de terre noire à la bouche. On eût dit, en le regardant ainsi, un de ces étranges oiseaux de proie au bec extraordinairement recourbé. J'en étais arrivé à croire qu'il dormait, et je commençais à m'assoupir moi-même, lorsque subitement, il bondit sur sa chaise comme un homme qui a soudainement pris une résolution et déposa sa pipe sur la cheminée. « Sarasate joue à St. James Hall cet après-midi, » dit-il. « Pensez-vous, Watson, que vos clients puissent se passer de vous quelques heures? Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Vous savez que mes occupations ne sont jamais très absorbantes. Alors prenez votre chapeau et venez. Je traverserai d'abord la City, où nous pourrons trouver à déjeuner. Le programme du concert nous annonce beaucoup de musique allemande. Vous savez combien je la préfère à la musique italienne ou française, et elle conviendra aujourd'hui tout particulièrement à mon état d'âme. Venez. » Quelques minutes plus tard, le métropolitain nous amenait à Aldersgate, d'où nous n'avions plus qu'un court trajet jusqu'à Saxe-Coburg Square, théâtre de la singulière aventure qui nous avait été contée le matin. C'était un endroit malsain, resserré, d'aspect misérable et prétentieux à la fois, sur lequel prenaient jour des maisons en briques à 2 étages. Chacune d'elles était précédée d'une bande de terrain défendue par une grille, et où un maigre gazon et quelques massifs de lauriers végétaient péniblement dans une atmosphère viciée par une épaisse fumée noire. 3 boules dorées et une enseigne brune avec Jabez Wilson, se détachant en lettres blanches sur le fond, nous indiquèrent que la maison du coin était bien celle où se trouvait le bureau de notre client à cheveux roux. Sherlock Holmes s'arrêta devant la boutique et l'examina tout en hochant la tête. On aurait dit que l'œil perçant qui brillait sous ses paupières clignotantes cherchait à traverser les murs. Mon ami s'avança lentement puis revint sur ses pas jusqu'au coin de la rue en regardant toujours les maisons avec la plus grande attention. Enfin il retourna chez le prêteur,
donna 2 ou 3 vigoureux coups de canne sur le pavé et frappa à la porte du bureau. Un jeune homme, bien rasé, à la physionomie intelligente, vint lui ouvrir et l'invita à entrer. « Merci, » dit Holmes. « Je voulais seulement vous demander quel est le plus court chemin d'ici au Strand. »« Prenez la 3e rue à droite et la 4e à gauche, » répondit l'employé brièvement, tout en refermant la porte. « C'est un malin, ce garçon-là, » me dit Holmes, chemin faisant. « Je n'en connais que 3 à Londres capables de lui damer le pion, et encore, pour l'audace, lui assignerai-je facilement la 3e place dans ce quatuor. J'ai déjà entendu parler de lui. »« Évidemment, » répondis-je. « L'employé de M. Wilson a le rôle important dans ce mystère de l'association des hommes roux. Je parie que vous ne lui avez demandé votre chemin qu'afin de le voir. Pas lui. Quoi alors? Les genoux de son pantalon. Et qu'avez-vous vu? Ce que je m'attendais à voir. Et pourquoi avez-vous frappé le pavé avec votre canne? Mon cher docteur, c'est le moment d'observer et non de parler. Nous sommes des espions, en pays ennemi. Nous voici à peu près édifiés sur Saxe-Coburg Square. Explorons maintenant la partie qui est située derrière cette place. La rue dans laquelle nous nous trouvâmes en quittant le square si peu fréquenté de Saxe-Coburg peut se comparer à ce qu'est l'envers d'une toile par rapport à l'endroit. C'est une des artères principales de la cité, une de celles qui se dirigent du nord à l'ouest et qui a le plus de trafic. La voie était obstruée comme si tout le commerce de la ville était venu s'y engouffrer en un double courant montant et descendant, tandis que les trottoirs étaient une fourmilière de piétons. Il semblait absolument impossible que les somptueux magasins et les grandes agences commerciales qui s'étalent dans cette rue eussent aussi accès sur le square si misérable et si peu fréquenté que nous venions de quitter. « Voyons, » dit Holmes en s'arrêtant au coin et en suivant des yeux la rangée de maisons. « Il faut que je me rappelle l'ordre dans lequel elles sont placées. Vous connaissez ma vieille manie de toujours chercher à connaître Londres à fond. Voici d'abord Mortimer, le marchand de tabac, puis le petit magasin de journaux, la succursale pour le quartier de Coburg de la banque suburbaine et de la cité, le restaurant des végétariens et le dépôt de McFarlane pour la construction des voitures. Ceci nous mène jusqu'à l'autre pâté de maison. Assez maintenant, docteur, nous avons bien travaillé. Prenons un peu de distraction. Un sandwich, une tasse de café, et puis en route pour le monde du dilettantisme où tout est suave, délicat, harmonieux, et où nous ne trouvons pas de clients à cheveux roux qui nous ennuient de ces turlupinades. Mon ami Sherlock Holmes n'était pas seulement un musicien enthousiaste, mais aussi un habile exécutant et un compositeur émérite. Il passa tout l'après-midi dans sa stalle, battant doucement la mesure de ses doigts longs et effilés, et jouissant du bonheur le plus complet. Son visage s'épanouissait en un sourire béat, et ses yeux devenaient langoureux et rêveurs. Il ne restait plus rien de Holmes le fin limier, de Holmes l'implacable agent criminel, que son esprit vif et perçant plaçait au premier rang parmi les policiers. La dualité de nature de ce singulier personnage s'affirmait tour à tour. À mon avis, l'extrême exactitude de Holmes et son astuce n'étaient que la réaction contre cet état d'âme poétique et contemplatif qui tendait à le dominer. Mais grâce à l'élasticité de sa nature, il passait rapidement d'une langueur extrême à une énergie dévorante. J'avais remarqué qu'il n'était jamais plus vraiment redoutable que lorsqu'il était resté plusieurs jours étendu dans son fauteuil, au milieu de ses improvisations et de ses éditions gothiques. Tout à coup, la passion de la chasse le saisissait, et telle était alors la puissance de son raisonnement que le public ignorant de sa méthode prenait pour des intuitions ce qui n'était que de simples déductions, se demandant où cet homme avait pu puiser une science si supérieure à celle de ses semblables. En le voyant cet après-midi absorbé par la musique à St. James Hall, je prévoyais que les gens qu'il allait traquer passeraient un mauvais quart d'heure. « Rentrez-vous, docteur ?» me dit-il en sortant du concert. « Oui, je n'ai rien de mieux à faire. Quant à moi, je vais être fort occupé pendant quelques heures. Cette affaire de Coburg Square est très grave. » « Pourquoi très grave ?»« Parce que nous sommes en présence d'un attentat qui se prépare. J'ai tout lieu de croire que nous arriverons à temps pour l'empêcher. Mais il faut nous hâter, d'autant plus que c'est aujourd'hui samedi. Puis-je compter sur votre concours ce soir? À quelle heure? À 10 heures. Parfait. Je serai chez vous à cette heure-là. Ayez seulement soin, docteur, de vous munir de votre revolver. Nous courrons peut-être quelques dangers. Sherlock Holmes me fit de la main un geste d'adieu,
tourna sur ses talons et disparut aussitôt dans la foule. Je ne me crois pas plus belle qu'un autre, et cependant je me sens toujours écrasé par le sentiment de mon infériorité lorsque je suis en présence de Sherlock Holmes. Dans l'affaire que je raconte ici, j'avais entendu ce qu'il avait entendu, j'avais vu ce qu'il avait vu, et cependant il voyait clairement non seulement ce qui était arrivé, mais ce qui devait arriver, là où pour moi tout était confus et grotesque. En rentrant chez moi à Kensington, je me refaisais l'historique de cette aventure, depuis l'étrange récit du copiste de l'encyclopédie jusqu'à notre promenade dans le quartier de Saxe-Coburg Square. Les mots sinistres sur lesquels Sherlock Holmes m'avait quitté me revenaient en mémoire. Que devait être cette expédition nocturne et pourquoi me munir d'armes? Quel était notre rendez-vous? Notre but? Holmes m'avait bien donné à entendre que cet employé à figure pateline était un homme dangereux, un homme capable de faire un coup, mais en vain essayai-je de comprendre, et devant cet insuccès, je cherchais à me soustraire à cette pensée, en attendant que notre promenade nocturne m'apportât une solution. Il était 9h15 lorsque je sortis de chez moi pour m'acheminer, à travers le parc et Oxford Street, vers Baker Street. Je vis de Hansom à la porte de Sherlock Holmes, et lorsque je pénétrai dans le corridor, j'entendis distinctement plusieurs voix. Je trouvai effectivement Holmes en conversation très animée avec deux hommes, dont l'un, Peter Jones, était l'agent de police officiel, tandis que l'autre, un individu long, maigre, à la figure patibulaire, revêtu d'une redingote râpée et tenant à la main un chapeau luisant, m'était totalement inconnu. « Ah, nous voici au complet, » dit Holmes, en boutonnant sa veste et en décrochant du porte-manteau sa lourde sacoche de chasse. « Watson, vous connaissez, je crois, M. Jones de Scotland Yard. Permettez-moi de vous présenter à M. Merryweather, qui va être notre compagnon dans l'expédition de cette nuit. » « Comme vous le voyez, docteur, nous chassons encore en chien couplé, » dit Jones de son ton suffisant. « Notre ami ici présent est merveilleux pour lancer. Mais il lui faut ensuite un bon chien de change. »« J'espère que tout cela n'est pas un canard, » observa M. Merryweather tristement. « Ayez confiance en M. Holmes, » dit l'agent de police d'un ton pompeux. « Il a une méthode à lui, un peu trop théorique et fantastique à mon avis, mais il y a bien en lui l'étoffe d'un détective. Je dois ajouter qu'une ou deux fois même, dans l'affaire du crime de Sholto et du trésor d'Agra, par exemple, il était plus près de la vérité que la police. »« Oh, je vous crois sur parole, monsieur Jones, » dit l'étranger avec déférence, « mais je manque mon whist du samedi, et ce sera la première fois depuis 27 ans. »« Je crois, dit Sherlock Holmes, que vous jouerez plus gros jeu que jamais ce soir, et que ce sera fort excitant. Car pour vous, monsieur Merryweather, l'enjeu sera de quelque 30 000 livres, et pour vous, Jones, ce sera l'arrestation de l'homme que vous cherchez. John Clay, l'assassin, le voleur, l'escroc, le faussaire, continua M. Jones. Il est jeune, M. Merryweather, mais il connaît bien son métier. Si j'avais le choix entre plusieurs criminels, c'est bien à lui que je mettrais d'abord les menottes. C'est un homme vraiment remarquable, ce John Clay. Son grand-père était un duc authentique et lui-même a été élevé à Eton et à Oxford. Il est aussi malin qu'habile de ses doigts, et quoique nous voyions partout des traces de son passage, nous n'arrivons jamais à le saisir. Un jour, il détruira une crèche en Écosse et 8 jours après, il ouvrira une souscription en Cornouailles. Je suis sur sa piste depuis plusieurs années. Je n'ai encore jamais réussi à le voir. J'espère que j'aurai le plaisir de vous présenter à lui ce soir. Je me suis déjà une ou deux fois trouvé en rapport avec M. John Clay, et je suis d'accord avec vous sur ce point qu'il est parfaitement au courant de son métier. Mais il est 10 heures passées. Partons, il en est grand temps. Montez tous deux dans le premier hansom. Watson et moi, nous vous suivrons dans le second. Sherlock Holmes ne fut pas très communicatif pendant cette longue course. Il s'étendit au fond de la voiture, en fredonnant les airs qu'il avait entendus dans la journée. Nous traversâmes un labyrinthe sans fin de rues éclairées au gaz, jusqu'au moment où nous débouchâmes dans Farrington Street. « Nous voici presque arrivés, » dit Holmes. « Ce Merryweather est le directeur d'une banque et il est personnellement intéressé à cette affaire. J'ai pensé qu'il était préférable de nous adjoindre ce brave Jones, quoiqu'il soit parfaitement idiot dans l'exercice de sa profession.
On ne peut cependant lui refuser certaines qualités. Il a la bravoure du bulldog et la ténacité du homard quand il saisit une victime entre ses pinces. Mais nous voici arrivés, et les autres nous attendent déjà. Nos voitures s'étaient arrêtées devant ce même passage que nous avions exploré dans la journée alors qu'il était si encombré de passants. Nous congédiâmes nos fiacres et nous suivîmes M. Merryweather dans un petit couloir terminé par une porte de service qui nous ouvrit. Cette porte donnait sur un étroit corridor que fermait une massive porte de fer, laquelle donnait accès à un escalier de pierre tournant, au bas duquel se trouvait une autre formidable grille de fer. Là, M. Merryweather s'arrêta pour allumer une lanterne à la lueur de laquelle nous nous engageâmes dans un couloir sombre, imprégné d'humidité, au bout duquel se trouvait une troisième porte. C'était l'entrée d'une grande cave voûtée, entièrement tapissée de massives caisses de fer. « Rien à craindre du côté de la voûte, » dit Holmes, après avoir examiné la cave. « Ni de celui-ci, » répondit M. Merryweather, en frappant les dalles avec sa canne. « Mais, sapristi, mon cher, cela sonne creux, » s'écria-t-il stupéfait. « Plus de calme, je vous en prie, » dit Holmes sévèrement. « Voilà que vous avez déjà compromis le succès de notre expédition. Veuillez vous asseoir sur une de ces caisses et ne vous occupez de rien. » Le solennel M. Merryweather prit un air piqué et se percha sur une caisse, tandis que Holmes tombait à genoux et à l'aide de sa lanterne et d'un microscope examinait minutieusement les interstices des pierres. Au bout de peu d'instants, il se relevait brusquement et mettant sa loupe dans sa poche. « Nous avons au moins 1 heure devant nous, » dit-il, « car ils ne peuvent rien faire avant que le brave usurier ne soit tranquillement endormi. Mais une fois leur besogne commencée, ils ne perdront plus 1 minute, car plus tôt ils auront fini, et plus ils auront de chances de s'échapper. Vous avez deviné, je pense, docteur, que nous sommes dans la cave d'une des principales banques de Londres. M. Merryweather est le président du conseil d'administration, et il vous expliquera les raisons pour lesquelles les plus hardis criminels de la capitale s'intéressent tout particulièrement à cette cave. « C'est notre or français, » murmura le directeur. « Nous avons déjà été plusieurs fois prévenus des tentatives qui se préparaient dans le but de s'en emparer. »« Votre or français, oui. Il y a quelques mois, nous avons eu occasion d'augmenter nos réserves, et nous avons emprunté à cet effet 30 000 Napoléons à la Banque de France. On a su que nous ne nous étions pas encore servis de cet or et qu'il était intact dans nos caves. La caisse sur laquelle je suis assis contient 2000 Napoléons emballés entre des feuilles de plomb. Notre réserve en numéraire est beaucoup plus considérable en ce moment qu'elle ne l'est d'habitude dans une succursale, et les directeurs en ont même été préoccupés. » Leur inquiétude était bien justifiée, remarqua Holmes. « Maintenant, songeons à faire notre plan. J'espère que dans 1 heure environ, les hostilités commenceront. En attendant, il faut, M. Merryweather, que nous voilions cette lanterne sourde, et que nous restions dans l'obscurité. Je crains que ce ne soit absolument nécessaire. J'avais bien apporté un jeu de cartes dans ma poche, pensant que nous pourrions faire notre whist à 4, mais les préparatifs de l'ennemi sont tels que nous ne pouvons pas nous risquer à garder une lumière. Il faut même choisir nos positions, car nous avons affaire à des hommes capables de tout et, quoique nous ayons l'avantage sur eux, ils peuvent nous faire du mal si nous ne prenons pas nos précautions. Moi, je vais me dissimuler derrière ce coffre et vous derrière celui-là. Puis, lorsque je tournerai la lumière de leur côté, entourez-les promptement. S'ils tirent sur nous, Watson, tirez aussi, sans la moindre hésitation. » Je plaçai mon revolver chargé sur la caisse en bois derrière laquelle j'étais accroupi. Holmes cacha sa lanterne et nous laissa dans l'obscurité la plus complète, une obscurité que je ne connaissais pas encore et qui m'aurait donné un sentiment de malaise si une vague odeur de métal chauffé n'était venue nous rappeler que nous avions là une lanterne prête à nous éclairer. J'avais les nerfs extrêmement tendus, et j'étais, malgré moi, impressionné par les ténèbres et l'air froid et humide de ce caveau. « Ils ne peuvent nous échapper que par un seul côté, » murmura Holmes, « par la maison qui donne sur Six Coburg Square. Avez-vous fait ce que je vous ai demandé, Jones ? J'ai un inspecteur et 2 officiers en faction à la porte d'entrée. Alors nous avons bouché toutes les issues. Maintenant, plus un mot. » L'attente nous parut indéfinie. Il nous semblait que l'aurore devait commencer à poindre, tandis que, d'après les calculs que nous fîmes plus tard,
Cette situation n'est pas dû se prolonger au-delà d'1 heure 15. Mes membres étaient de plus en plus raides et engourdis, tant je craignais de faire le moindre mouvement. Mes nerfs étaient surexcités au dernier point, et mon oreille si tendue que non seulement j'entendais la tranquille respiration de mes compagnons, mais encore je distinguais l'haleine bruyante du gros Jones, de celle légère et saccadée du directeur de la banque. La caisse derrière laquelle je me cachais ne masquait pas le sol, et tout à coup mes yeux perçurent un rayon lumineux. Ce ne fut d'abord qu'un jet, qui se profila sur le dallage pour disparaître aussitôt en un mince filet. Un instant après, sans aucun avertissement, sans aucun bruit, une fissure sembla se former entre les dalles, et à la faveur du rayon de lumière, nous aperçûmes une main blanche, presque une main de femme, qui cherchait à se glisser dans l'interstice des pierres. Peu à peu, la main avec ses doigts tendus émergeait au-dessus du sol, puis redisparaissait aussitôt, et tout rentrait dans l'obscurité, sauf le seul point lumineux qui marquait un intervalle entre les carreaux. Cette disparition ne fut que momentanée. Une des dalles blanches tourna de côté avec un grincement plaintif, laissant un trou béant par lequel jaillit la lumière d'une lanterne. Nous vîmes alors apparaître une tête au visage jeune, à l'œil investigateur, puis deux mains à l'aide desquelles l'individu s'appuyant de chaque côté de l'ouverture se hissa au-dessus du trou, s'aidant des genoux jusqu'à ce qu'il pût prendre pied dans la cave. Il tirait derrière lui un camarade mince et chétif comme lui, avec une figure pâle et quelques rares cheveux roux. « La place est libre !» murmura le premier arrivé. « Avez-vous le ciseau et les sacs ?»« Grand Dieu ! Debout, Archibald, debout ! Je suis perdu !» Sherlock Holmes avait bondi hors de sa cachette et avait saisi l'intrus par le cou, tandis que l'autre plongeait dans l'excavation en déchirant son vêtement que Jones saisit au passage. À la lueur de notre lanterne, nous vîmes briller le canon d'un revolver braqué sur nous, mais le gourdin de Holmes, en s'abattant sur le poignet de l'homme qui cherchait à se défendre, fit tomber l'arme sur la pierre. « Inutile, John Clay, » dit Holmes de ton mielleux. « Votre affaire est faite. »« Je le vois, » répondit l'autre avec le plus grand sang-froid. « Je suppose que mon copain est sauvé, quoique vous ayez conservé les pans de son habit. »« 3 hommes l'attendent à la porte, » dit Holmes. « Oh, vraiment, vous me semblez avoir tout prévu. Je vous en fais mon compliment. »« Je vous félicite à mon tour, » répondit Holmes. « Votre idée de cheveux a été géniale et vraiment très pratique. »« Vous verrez tout à l'heure votre copain, » dit Jones. « Il sait descendre dans un trou plus vite que moi. Tendez donc les mains, afin que je vous mette les menottes. »« Ne me touchez pas avec vos mains dégoûtantes, » dit notre prisonnier, au moment où les menottes se refermaient. « Vous ignorez sans doute que j'ai du sang royal dans les veines. Ayez aussi la bonté, quand vous me parlez, de me dire monsieur, et s'il vous plaît. »« Fort bien, » répondit Jones en ricanant. « Eh bien, voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur, monter afin que nous prenions un fiacre pour conduire votre Altesse au poste de police ?»« C'est mieux ainsi, » s'écria John Clay gaiement, et nous ayant salué tous trois très bas, il partit tranquillement sous la garde du détective. « Vraiment, monsieur Holmes, » dit M. Merryweather en sortant du caveau, « je ne sais comment la banque pourra jamais s'acquitter envers vous du service que vous venez de lui rendre, car vous avez découvert et déjoué une des plus audacieuses tentatives de vol que j'ai vues. »« J'ai déjà eu 3 fois affaire avec M. John Clay, dit Holmes. Cela m'a même coûté quelque argent et j'espère que la banque m'en dédommagera. Mais ceci dit, je suis largement payé par la satisfaction d'avoir eu une aventure que je qualifierais d'unique dans son genre et par le récit très original de l'association des hommes roux. « Vous voyez, Watson, » m'expliqua Holmes le lendemain matin, en buvant un verre de soda et whisky dans son salon de Baker Street. « Vous voyez clairement maintenant que le seul but possible de cette curieuse annonce d'association et de la singulière copie de l'encyclopédie était de se débarrasser pendant quelques heures chaque jour de l'usurier naïf. C'était une étrange manière d'atteindre son but, mais très bonne, assurément. La tête rousse du complice a sans doute donné à Clay cette idée très suggestive. Tous deux leurraient et alléchaient l'usurier au moyen de 4 livres par semaine. Qu'était-ce en effet que cette somme à côté des millions qu'il pouvait gagner? L'annonce que nous connaissons ayant été insérée dans les journaux, l'un des gredins tient le bureau. L'autre engage le prêteur à s'y présenter, et il s'assure pleine et entière liberté chaque jour pendant la matinée.
J'ai bien compris qu'ils avaient de sérieuses raisons pour vouloir être maîtres de la place, dès que j'ai su que l'employé était entré au service de Jabez Wilson pour la moitié des gages habituels. Mais comment avez-vous pu deviner leur but? D'abord, il n'y avait pas de femme dans la maison, d'où absence de la simple et vulgaire intrigue. Le commerce de cet homme était peu considérable, et rien dans sa maison ne pouvait justifier et un plan aussi compliqué et les sacrifices d'argent que faisaient ces habiles coquins. C'était donc hors de la maison qu'il fallait chercher leur but, mais lequel? Je me souviens alors du goût de l'employé pour la photographie et de la manie qu'il avait de disparaître dans la cave. La cave, voilà la clé de l'énigme, pensais-je. Alors je fis une enquête sur ce mystérieux employé, et je découvris que j'étais en présence d'un des plus impudents et des plus audacieux criminels de Londres. Pourquoi s'enfermait-il dans cette cave plusieurs heures par jour, pendant des mois? Pourquoi? C'est que sans doute il creusait un souterrain pour aboutir à un autre bâtiment. J'en étais là de mes déductions lorsque je suis allé avec vous sur le théâtre des lieux. Là, j'ai dû vous surprendre en frappant le sol avec ma canne. Je voulais en effet me rendre compte si le caveau s'étendait en avant ou en arrière. Puis j'ai sonné à la porte et, comme je l'espérais, l'employé est venu ouvrir. J'ai déjà eu affaire à lui, mais je ne connaissais pas ses traits. Je jetai un coup d'œil sur ses genoux qui étaient tels que je m'attendais à les voir. Vous avez dû remarquer vous-même combien son pantalon usé, froissé et taché à la place des genoux révélait des heures de travail dans un trou de lapin. Dans quel but? Creusait cet homme. Voilà ce qui m'en restait à savoir. Je tournai le coin de la rue et je m'aperçus que la banque suburbaine de la cité s'étendait jusqu'au local de notre ami, et par cette découverte, mon problème était résolu. Lorsque vous êtes rentré, après le concert, je me suis rendu à Scotland Yard et chez le président du conseil d'administration de la banque. Vous savez le résultat de ces visites. Enfin, comment pouviez-vous savoir qu'ils feraient leur tentative ce soir? Demandai-je. C'est bien simple. Le fait seul d'avoir fermé le bureau de la fameuse association prouvait que la présence de M. Jabez Wilson leur était devenue indifférente. Autrement dit qu'ils avaient achevé leur tunnel. Il était essentiel pour eux de l'utiliser au plus vite, car il pouvait être découvert et le numéraire même pouvait être enlevé. Le samedi devait leur convenir tout particulièrement puisque cela leur donnait 2 jours pour se sauver. C'est pour toutes ces raisons que je les attendais ce soir. Votre raisonnement était parfait, m'écriai-je avec une admiration non déguisée. Pas une lacune dans cette longue série de faits. Cela m'a sauvé de l'ennui, répondit Holmes en bâillant. Hélas, le voilà qui m'envahit de nouveau. Ma vie n'est qu'un perpétuel effort pour échapper à la monotonie de tous les jours, monotonie qui n'est rompue que par ces petits problèmes. Et vous êtes assurément un bienfaiteur de l'humanité. Il haussa les épaules. Ma foi, peut-être suis-je utile à quelque chose, répondit-il simplement. L'homme, c'est rien. L'œuvre, c'est tout. Comme Gustave Flaubert l'écrivait à George Sand. Ainsi s'achève L'Association des Hommes Roux par Arthur Conan Doyle.